notre IHS est tout jeune. Il est dans sa 4e année d'activité et ce colloque est le premier à son initiative. 4 ans, ce n'est pas encore, vous le savez, l'âge de raison. Et c'est probablement ce qui explique le caractère totalement déraisonnable du thème et de l'intitulé de ce colloque. Ce qui me semble important, c'est incontestablement de ne pas gommer les ruptures. Les crises sociales, politiques, qui rejaillissent sur la vie des communaux, mais de bien s'intéresser aux dynamiques de plus longue durée. Et incontestablement, au cours des années 70-80, et je parle sous le contrôle d'Émilie, mais avec cette massification du personnel communal, avec incontestablement la fin de cet âge d'or du recrutement local et social, et surtout avec les entraves apportées à la promotion mairie, c'est un autre monde des communaux qui apparaît, et incontestablement, c'est peut-être aussi cet esprit de famille qui va s'altérer, en tout cas perdre de sa vitalité, au profit donc, je dirais, d'autres logiques qui sont plus celles que j'évoquais en guise d'introduction, de mobilité géographique et professionnelle, qui vont profondément transformer l'entrée dans la mairie et surtout l'identification à un territoire. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas passée par l'ENAM forcément, puisqu'elle est bibliothécaire et qu'en effet, ici, mais elle est passée, vous avez vu, par une voie tout à fait singulière. C'est-à-dire ici, cette école de formation et puis bien sûr tout ce parcours fait qu'évidemment, elle arrive ici comme une personne pas du tout comme un autre agent, elle n'est pas un agent municipal comme un autre, elle est vraiment tout à fait à part, et c'est vrai que c'est une singularité, c'est-à-dire par rapport aux autres agents communaux qui sont ceux qu'on voit habituellement, aussi bien la voirie que effectivement dans d'autres services municipaux. Ici, la bibliothèque, c'est un service un peu particulier. C'est pas vraiment paramunicipal, mais c'est vraiment quelque chose d'un peu particulier, donc forcément, c'est aussi des prises de position et un engagement tout à fait spécifique. Voilà, je La fonction publique territoriale se retrouve au croisement de 3 processus juridiques, politiques et sociaux. Et je vais essayer d'esquisser quelques pistes sur les incidences, les rapports de ces processus juridiques, politiques et sociaux avec l'activité syndicale. La fonction publique territoriale, en premier lieu, c'est une catégorie juridique. Je me situe à partir du 26 janvier 1984. C'est la loi qui institue cette fonction publique territoriale et qui lui donne un sens, avant tout, législatif et juridique. Et donc, être syndicaliste dans la fonction publique en général et dans la fonction publique territoriale en particulier, c'est apprivoiser ces règles juridiques qui régulent les relations professionnelles, et c'est aussi se mobiliser pour peser sur leurs transformations, qui ont été, je n'en ferai pas la liste exhaustive évidemment, mais très fréquentes depuis le début des années 1980. Et puis la fonction publique territoriale, c'est peut-être, c'est ce qui est le moins certain, mais un statut social, un groupe social, qui transparaît dans l'expression territoriaux, qu'on a utilisée à plusieurs reprises ce matin. Alors qu'est-ce qu'un groupe social, qu'est-ce qu'un statut social? En sociologie, il y a plusieurs définitions possibles, mais toutes ne collent pas avec mon propos. Si on se situe dans une filiation marxiste ou marxienne, on dira qu'il y a un groupe social à condition de partager, pour le dire vite, des conditions matérielles d'existence spécifiques. Alors les 2 millions d'agents de la fonction publique territoriale aujourd'hui ne partagent pas ces conditions matérielles spécifiques. Évidemment, du bas de la catégorie C jusqu'aux emplois fonctionnels des plus grandes collectivités, il y a un écart en termes de capital économique pour se limiter à ce facteur qui est important. Même si, au demeurant, les écarts de traitement sont moins importants encore aujourd'hui dans la FPT que dans les 2 autres fonctions publiques. Deuxième manière de définir le groupe social, autour de la notion de prestige ou de capital symbolique. Et là encore, ça ne fonctionne pas. Entre un éboueur et un directeur ou une directrice de conseil régional, du point de vue du capital symbolique, du prestige, vous conviendrez que les différences sont fortes. Alors je vais me pencher sur une troisième hypothèse, qui est celle des processus d'identification. Est-ce qu'on peut dire, nous, les territoriaux, quand bien même on ne partage pas des conditions d'existence, quand bien même on n'a pas le même degré de prestige social? Et là encore, c'est un enjeu, me semble-t-il, important pour l'activité syndicale, puisque pour faire exister, pour mobiliser des collectifs de travail, ce qui est au centre de l'activité syndicale, ce nous-là est un facteur important.
C'était mon introduction et je voudrais maintenant vous proposer 2 pistes pour essayer de réfléchir à la manière dont ces dimensions juridiques, politiques et sociales s'articulent. Mon premier point de réflexion, j'allais dire, il est grammatical. Le singulier, la fonction publique territoriale. On n'est pas dans un cours de français ici. L'enjeu du point de vue sociologique, c'est la question de l'unité, en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a au singulier une fonction publique territoriale? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je dirais qu'en cherchant à préempter à la fois le social et le politique, en participant même à certains moments à la fabrique d'un futur mythique, le syndicalisme français de ses premiers âges s'est employé à dresser, je l'ai dit, une espèce de cordon sanitaire entre lui et les pouvoirs, de manière donc à ne pas succomber aux sirènes de l'intégration, à déployer ses offensives sans forcément se lester des impératifs définis par les institutions. Et là, de nos jours, mon hypothèse est que ce cordon sanitaire, alors qu'il n'a jamais été exempt, j'ai essayé de le dire brièvement, d'une quelconque porosité, ce cordon sanitaire s'est largement étiolé, ce qui a accéléré en retour la conversion pratique dite de dialogue social, favorisant même, c'est une autre de mes hypothèses, une surinstitutionnalisation des contre-pouvoirs du monde du travail, qui, dénué au fond de l'épaisseur de la colonne vertébrale que leur offrait une approche politique assumée, fait que aujourd'hui les protestations syndicales, enfin je dis aujourd'hui mais déjà depuis au moins 2 ou 3 décennies, les protestations syndicales s'inscrivent de plus en plus nettement à l'intérieur des cadres définis par le système en place, par l'ordre dominant, sans parvenir à le faire douter de lui-même. Je pense que c'est très intéressant pour nous, pour les territoriaux, justement parce que c'est bien la réflexion de notre identité, ou de notre manque d'identité, on dirait. Hein, et pour les syndicalistes de la territoriale, c'est une problématique qui est quand même lourde, quand même, depuis plusieurs décennies. Moi, hier, j'étais avec mes camarades de la santé à midi au manif, ils mettent la blouse blanche, ils sont devant, ça y est, il y a une identité, c'est facile. Moi, je suis responsable départemental des territoriaux, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça. C'est la difficulté aussi en termes d'identité, c'est la diversité de nos domaines d'intervention. Parce qu'on le dit souvent, on intervient dans tous les domaines de la vie, de la naissance à la mort. Pour nous, CGT, la formation professionnelle, ça a été dit, elle a double vocation. La vocation avant tout d'être une formation émancipatrice pour les agents. Les agents aujourd'hui, ils occupent un certain métier, un certain emploi, ils ont une certaine qualification. La formation doit permettre à faire évoluer et augmenter ces qualifications qui doivent aussi se retrouver sur la feuille de route. Elle a vocation aussi de permettre à nos collègues d'exercer toujours mieux les missions de service public pour lesquelles on est recruté. A contrario, les employeurs, eux, ils n'ont pas cette notion-là. Pour eux, ils veulent une formation à leur main, clé en main, une formation à l'emploi ou au métier, mais pas une formation émancipatrice. Nous n'aurions jamais été fonctionnaires si nous nous en étions tenus au paritarisme. S'il n'y avait pas eu les grandes luttes et les grands mouvements profonds du début des années 80, nous serions toujours, même améliorés, sous le statut de 52. Donc la question du paritarisme, il faut la remettre à sa juste place. La CGT n'a aucune espèce de honte à avoir, à s'impliquer dans le paritarisme. Aucune honte. Ce serait une honte de ne faire que ça. Mais à mon avis, on n'est pas menacé par cette affaire-là, à ma connaissance, en gros, en général. Hein. Et donc, il me semble qu'il faut resituer cette question-là du paritarisme comme un des éléments utilisés par le syndicalisme pour mener sa bataille revendicative au mieux de la satisfaction des travailleurs. Et c'est en tout cas comme ça qu'on l'a, nous, maîtrisé jusque à l'obtention du statut de 83-84. Si la fédération CGT des services publics n'avait pas pratiqué l'indépendance, ce qui ne veut pas dire la neutralité, l'indépendance politique vis-à-vis des élus, elle n'existerait plus. Elle n'existerait plus. Donc,
indépendance politique, ça ne signifie pas ne pas faire de la politique. Ça signifie de la faire à notre façon syndicale et en face de tous les employeurs, quelle que soit leur étiquette.